merci d'abord pour cette invitation qui, pour moi, en fait, réveille quelques souvenirs, à la fois en fait du temps passé à l'UTC autrefois, que j'ai quitté probablement un peu précipitamment pour des raisons personnelles, ma mère étant malade. Et ensuite, j'ai continué, disons, le trajet, disons, le périple avec Ars Industrialis, et j'ai continué à suivre, on va dire, de près l'œuvre de Bernard. Dans un premier temps, quand il m'a été demandé de faire une conférence, en fait, je me suis dit, je vais travailler sur l'innovation et sur l'économie, en fait, puisque à l'intérieur d'Ars Industrialis, évidemment, j'avais travaillé un petit peu sur la question, sur ces questions-là. Et puis finalement, je me suis dit, oh non, finalement, il vaut mieux faire travailler l'œuvre. Ce qui est intéressant, là, je reprends comment dire, la formule comment dire, de Charles, la faire travailler en fait dans la perspective, évidemment, d'un programme sur lequel je voudrais dire deux, trois choses, puisqu'en fait, c'est un projet ANR. C'est un projet ANR. Alors, comment dire, l'avènement, si vous voulez, de l'éclaircissement de mon titre, en fait, c'est que l'idée, c'est d'essayer de proposer une relecture d'un ouvrage de 2015. Alors, cet ouvrage, je voulais vous montrer, en fait, une frise historique, mais je n'aurai pas le temps de le faire, qui me semble important, cet ouvrage. Il y a vraiment des moments, en fait, dans l'œuvre de Bernard, et il me semble que ce moment-là est particulièrement important. 2015, et pourquoi je me suis intéressé particulièrement à cet ouvrage, c'est dans un cadre plus général, en fait, qui consiste à comment dire, s'apercevoir que si on veut faire travailler l'œuvre de Bernard, l'indexation est très tardive, puisqu'en fait, c'est dans la réédition comment dire, de la Technique et le temps que les éditions Fayard ont proposé une indexation, et en fait, son œuvre n'est pas indexée. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'essayer de travailler à une indexation générale de l'œuvre de Bernard. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Pourquoi l'indexation et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, et en quoi ce que je propose rend compte en fait d'un travail qui est lié directement à l'indexation. Alors, plus concrètement, ce que je vais proposer, c'est essayer de faire une proposition virtuelle d'un ouvrage qui n'existe pas, qui est le tome 2, en fait, de la Société automatique, dont Bernard nous a parlé, comment dire, abondamment, avant 2015, après 2015, jusqu'en 2018. Et en fait, quand il en parle dans le tome 1, en fait, il y a 51 entrées dans le texte source qui peuvent être indexées. Et d'une certaine manière, c'est un exercice sur l'indexation que je vous propose. C'est-à-dire, en fait, on va essayer de faire un aller-retour entre ces entrées. Alors, dans le temps qui m'est imparti, évidemment, j'ai fait un choix. Alors, la particularité sur le plan méthodologique, c'est que ça nous permet, en fait, de rendre compte comment dire, de l'intention de Bernard telle qu'elle était formulée dans une dynamique qui est propre à son écriture et qui, d'une certaine manière, mérite examen. Et aussi, cette intention était de définir quelque chose qui s'intitulait normalement, qui devait s'intituler le tome 2 de la Société automatique, l'avenir du savoir. Donc la question essentielle, évidemment, c'est la transformation du statut de la connaissance, et c'est de ça dont il est question dans les 51 entrées dont je vais vous parler. Et donc, l'idée, c'est que ce qui apparaît comme un chantier, c'est-à-dire qu'en fait, ce tome 2 est en chantier dans le tome 1, et on voit bien d'une certaine manière qu'il y a là une dynamique sur laquelle je vais me repencher tout à l'heure à travers une notion que Bernard avait mis en avant. Mais avant, il s'agit de dire que finalement, comment dire, cette façon de faire, cette façon d'écrire de Bernard s'inscrit dans une organogénèse, c'est-à-dire en fait la genèse d'une organologie générale qui est, comment dire, appelée dans, comment dire, le travail de fond de Bernard dans un certain moment de déploiement de son œuvre. Autrement dit, dans cette société, dans cet avenir du savoir qui est inachevé, en fait, on a d'une certaine façon une réflexion en acte d'une épistémogénèse, en fait, d'un savoir à venir qui n'a pas été totalement formulé. Alors, ça rencontre de deux choses dans ce travail que je vais vous proposer, en fait,
comment dire, d'une perspective philologique, en fait, sur lequel je ne vais pas beaucoup parler, simplement pour vous dire que le travail d'indexation est à entendre dans un travail de renouvellement d'une philologie digitale qui, d'une certaine manière, renouvelle les canons, comment dire, de la philologie tels qu'on peut, si on va très très sommairement, en parler à partir de la Renaissance, puisque la Renaissance a été un renouveau philologique. On peut dire d'une certaine manière que les techniques de numérisation permettent en fait un renouveau philologique qui serait un préalable en fait à une herméneutique digitale, herméneutique qui est appelée évidemment par Bernard. Alors, l'idée de l'indexation, si on avance un peu, on peut dire que c'est essayer de saisir la vie des concepts. Alors, on sait qu'en philosophie, la vie des concepts, c'est quand même quelque chose d'important. Et l'idée, c'est de suivre à la trace, si je peux dire, l'évolution des concepts et l'évolution, pas seulement des noms propres, mais l'évolution des concepts tels qu'ils apparaissent et disparaissent dans l'œuvre. Si je prends par exemple la question du qui ou du quoi, qu'évoquait tout à l'heure Alain Giffard, eh bien, le qui va disparaître à un certain moment, et là, c'est un horizon de questionnement qui naît. L'idée, c'est de dire que sur le plan méthodologique, c'est l'hyperdocument qui permet de renouveler évidemment les instruments de lecture de table, d'un texte, de glossaire, de cartes, de chronologie, d'illustration, qui d'une certaine manière nous permet d'avoir un autre accès à l'œuvre, un accès à l'œuvre qui, comment dire, mérite un intérêt et qui est celui dans lequel je me place. Alors l'idée maintenant, ça rencontre, disons, cette façon de procéder, je m'excuse de cette rapidité dans l'exposition préliminaire, mais rencontre en fait un concept qui est celui d'idiotexte, d'idiotextualité, qui est un texte de Bernard qu'il a publié dans une revue que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit d'Intellectica. Et voilà ce que dit Bernard. Il s'agit pour nous de penser l'idiotextualité. Alors, le petit, comment dire, le petit diagramme qui est, comment dire, présenté, est celui qu'utilise Bernard pour représenter, comment dire, alors représenter le terme, pour me représenter, on va dire ça comme ça, l'idiotextualité. Il définit l'idiotextualité, en fait, comme l'état d'une pensée en cours d'élaboration, qui propose une théorie de la mémoire, qui est dépendante, évidemment, d'une prothéticité. Et cette mémoire est dite idiotextuelle parce qu'elle est toujours singularité et parce que cette mémoire est textuellement interprétable, et que ce mouvement d'interprétation, en fait, renvoie en fait à, comment dire, au concept d'individuation décrit par Simondon. D'ailleurs, c'est tout à fait la question qu'on abordait précédemment. D'où l'importance, évidemment, cardinale, évidemment, disons de Simondon pour l'œuvre de Bernard. Alors, j'avance un petit peu dans la définition de l'idiotextualité. En fait, il est travaillé par une émotion primordiale, il est le fruit d'une concurrence. Et cette concurrence, en fait, ce sont les cônes qui se développent autour du repère autonormé. En quoi il consiste? Dans un mouvement. Et en fait, l'idiotexte, en tant que concurrence d'un texte, est lui-même un texte. Il est la structure complexe, etc., etc. Et la dernière phrase est très intéressante, puisqu'en fait, l'acte du texte, finalement, est ici sa lecture, qui suppose déjà toujours un autre texte. Et là, ça renvoie évidemment ce que disaient des questions profondes qu'abordait tout à l'heure Alain sur la relation entre écriture et lecture et sur peut-être la rapidité en fait de comment dire l'isonomie entre lire et écrire. La question en fait de cette idiotextualité qu'il s'agit d'essayer de comprendre en fait, il la relance en fait dans la préface à la réédition de La technique et le temps. Et voilà ce qu'il dit dans un extrait en fait qui clôt la préface. C'est pour rendre ce diagramme, donc c'est le diagramme de l'idiotexte dont je parlais, et tout ce qu'il supporte plus accessible, et tout ce qu'il supporte plus accessible à l'entendement et à la raison, tels qu'ils se reconfigurent à la fin du XXe siècle, qu'en 2001, pardon, j'ai écrit La technique et le temps 3. Depuis, j'ai tenté de spécifier plus avant les caractéristiques organologiques et pharmacologiques de l'entendement et de la raison dans la société automatique. Et alors, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est qu'on revient évidemment à l'idiotexte, mais en même temps qu'il montre d'une certaine façon, et j'ai pas le temps de démontrer trop, mais il démontre en fait l'importance, enfin, il annonce l'importance qu'il entend accorder à ce texte qui s'appelle, comment dire, La société automatique, et justement, en fait, au tome 2 de La société automatique qui devait, en fait, lui, le suivre.
Alors, la présentation du tome 1, très rapidement, je vais laisser la parole à Bernard qui présente le tome 1, puisque en fait, mon travail, ça va être d'essayer de présenter le tome 2. Il a un sous-titre qui s'appelle L'avenir du travail. Le tome 2, évidemment, ça va être l'avenir du savoir. Donc voilà, voici comment Bernard présente l'avenir du travail. Il dit la chose suivante, et là il faut que je déplace un peu ça. Voilà, il dit le but de cet ouvrage est de constituer et de contribuer à établir les conditions d'une telle politique. Alors cette politique, c'est dans le paragraphe d'avant, une technique de gauche en matière de technologie. Et là, ça renvoie à la question de la politique, des relations entre Bernard et la politique. Et donc, je ferme la parenthèse, à travers 2 volumes consacrés à l'avenir néganthropique du travail et du savoir. Et là, je souligne en fait le mot néganthropique, puisqu'en fait, le concept de néganthropie va apparaître évidemment dans cet ouvrage, et c'est en lien évidemment à l'apparition du concept d'anthropocène. Donc je continue, savoir comme condition de l'entrée dans le néganthropocène, donc en fait, c'est-à-dire en fait là une création conceptuelle qui est d'une certaine manière la marque d'une bifurcation dans la pensée de Bernard, sur laquelle dans l'histoire des concepts il nous faudra revenir quand on fera une généalogie, on peut dire, des principaux concepts de Bernard, qui, d'une certaine façon, ne sont pas réductibles dans la définition première du vocabulaire de l'industrialisme, où il s'agit de concevoir, et ça c'est très important, il s'agit de reconcevoir les architectures numériques, et en particulier celle du web, en vue d'une herméneutique digitale, évidemment, qui rencontre des controverses et des interprétations, etc. etc. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, ici, c'est la présentation, en fait, de cet ouvrage. Donc, c'est la fin de l'introduction, qui, déjà d'emblée, en fait, aborde les thèmes essentiels qui seront ceux, évidemment, du tome 2. Alors, l'idée pour nous, c'est d'essayer de reconstruire, en fait, de construire ou de reconstruire en fait un passage du tome 1 au tome 2. Les éléments méthodologiques, alors sur lesquels je vais aller assez vite en fait, ce sont un élément méthodologique pour penser les concepts à partir de cartes, de constellations pour saisir des bifurcations. On peut dire d'une certaine manière qu'en fait, il s'agirait de dresser un réseau des concepts, avec des sommets qui permettraient de rendre compte de l'apparition et de la disparition. Alors dans un graphe, c'est assez compliqué, des bifurcations propres en fait à l'évolution ou la transformation de l'œuvre de Bernard. Donc, utiliser, disons, des concepts de cartes dynamiques et des concepts de constellations qui permettent évidemment d'organiser des bifurcations. Alors pour cela, en fait, méthodologiquement, il s'agit d'indexer pour décrire les contenus. L'idée, c'est qu'on peut envisager les concepts comme des points clés ou encore des points chauds. Point clé, c'est un concept qu'a développé assez Deleuze, et point chaud, c'est un concept qu'a développé en fait Michel Serres dans un de ses derniers ouvrages. Le point chaud, en fait, finalement, c'est un sommet du graphe. On peut dire ça comme ça dans un mode de représentation. Il s'agit de trouver les sommets d'un réseau et ses lignes de fuite, évidemment. Et les lignes de fuite, c'est la transformation, évidemment, de l'appareillage conceptuel qui va être mis en œuvre à travers le travail de l'œuvre, si on peut le dire ainsi. Donc, proposer, évidemment, ça va être le travail que je vais vous proposer, un plan virtuel qui serait un agencement possible du tome 2. Et il s'agit de présenter ce qui serait, alors les parties, ça me semble un peu fort, mais disons une préfiguration des parties à partir de fiches, dans une approche en fait génétique de l'œuvre, ou on pourrait dire même épigénétique de l'œuvre, entre guillemets. Alors, la présentation virtuelle du tome 2, alors j'ai repris évidemment la phase du tome 1 en mettant l'avenir du savoir. Évidemment, c'est presque un mot d'esprit, cette affaire, puisque en fait, un mot d'esprit au sens où, il me semble, c'est l'hypothèse dans laquelle je me suis placé pour vous faire cette proposition, c'est que la société automatique, dans son tome 2, est en train de devenir la société du savoir. Ça serait un peu la thèse que j'aurais envie de définir. Et cette société du savoir serait celle de l'avènement d'un nouvel épistémé dont il nous faut faire l'épistémogénèse à travers, évidemment, le travail qui se déploie dans l'œuvre de Bernard. Alors, le plan virtuel que je vous propose, en fait, ce serait, disons, un plan en 5 parties.
qui rassemble en fait. Alors, j'ai pas dans l'état actuel de ce travail qui est un travail en cours dans notre laboratoire. C'est un exposé liminaire en fait d'un travail en cours, disons qui comment dire, n'est pas terminé. Et donc, je ne vous présenterai pas, comment dire, les graphes des différentes parties, mais simplement, disons, j'aborderai dans une technique de sonde, en fait, disons, l'agencement des différentes parties sur lesquelles je reviendrai par la suite. Alors, il y a 5 parties. Une partie qui est, comment dire, consacrée, sur le changement d'époque, c'est-à-dire l'épocalité. La question fondamentale, évidemment, du redoublement épocal dont vous avez entendu parler depuis, depuis le début de ces séminaires, probablement. La deuxième partie de ce deuxième agencement, si vous voulez, deuxième segment d'un agencement général, si je n'utilisais pas le terme partie, je m'interrogeais moi-même sur le fait que est-ce qu'il faut reprendre partie ou pas. Là, je suis peut-être aussi, comment dire, dépendant d'une formulation qu'il faudrait, comment dire, peut-être mettre de côté. En fait, partie 2 ou segment 2, les concepts de la société du savoir. Qu'est-ce qui est mis en avant, en fait, comment dire, pour définir la société du savoir. Ensuite, troisième partie, l'organologie de la société du savoir. Et ensuite, quatrième partie, qui est un peu plus longue, en fait. Évidemment, les parties 4 et 5 sont un peu plus longues. Méthode et épistémologie digitale de la société du savoir. Et ensuite, institution et organisation de la société du savoir. Voilà, en fait, on pourrait dire d'une certaine façon qu'on a là, disons, une caractérisation de ce qui serait, comment dire, le schéma global comment dire, du tome 2. Alors, comment dire, Bernard annonce l'avenir du savoir dans, comment dire, le tome 1, page 409, c'est-à-dire, voilà ce qu'il nous dit. Alors, sur le plan méthodologique, il y a des fiches, c'est-à-dire que c'est comment dire, mon appareillage méthodologique constitue des fiches qui, d'une certaine manière, peuvent donner, comment dire, lieu à des liens entre les fiches, et l'ensemble des liens entre les fiches, évidemment, permet d'avoir une représentation dynamique de l'évolution du système d'indexation dont j'ai essayé de vous parler très brièvement tout à l'heure, qui consiste à dire que indexer aujourd'hui, ce n'est pas indexer comme avant, c'est-à-dire en fait du temps comment dire, du temps du livre. Alors, voilà ce qu'il dit, présentation générale. Dans la société automatique 2, l'avenir du savoir, nous proposerons, et alors là, effectivement, et au futur, un programme d'organologie pratique, et là, évidemment, c'est-à-dire de conception et d'invention supplémentaire, on retrouve le supplément évidemment déridien, d'une organologie théorique et évidemment, comment dire, articulée sur une organologie pratique, qui est liée effectivement à une conception du savoir qui va d'une certaine manière avoir une dynamique propre et qui va traverser tout l'ouvrage, qui est le savoir entendu comme vivre, donc conditions d'existence, faire, industrie, et conceptualiser, penser. Il est clair que, en fait, cette extension de la définition du savoir comme savoir-vivre, savoir-faire et savoir conceptualiser fait d'une certaine manière exploser une dimension un peu étroite du savoir. Alors l'idée, c'est à partir d'une histoire des rétentions tertiaires. Alors là, je suis parfaitement Alain quand il nous dit que dans le tome 2, des orientations, il essaye de faire une histoire des rétentions tertiaires à partir de l'épocalité qui serait celle du numérique. Alors là, ce que dit Bernard aussi, nous tenterons de montrer qu'une invention supplémentaire engendre toujours une invention catégoriale. Alors là aussi, on verra d'une certaine façon que le problème de l'invention catégoriale n'est pas mince, puisqu'en fait, là je dirais quelques mots, mais c'est une question qui a été déjà abordée chez Aristote, qui est reprise chez Kant, et qui, d'une certaine manière, est encore en devenir chez Bernard. Et l'idée, évidemment, c'est d'arriver à une proposition qui renouvelle les conditions de la recherche, ce qu'il appellera évidemment une recherche contributive. On voit là, d'une certaine manière, se dresser un programme en creux, mais quand même relativement précis, qui est l'annonce en fait du tome 2 qui est faite à la fin du tome 1. Alors, maintenant, je vais vous présenter en fait des éléments. Alors,
disons, de constitution, si vous voulez, ou d'expression, si je reprenais le terme à Bernard, c'est comment il a exprimé, en fait, cette première partie, que j'ai intitulée « Le changement d'époque et l'avenir du savoir ». La question qui est posée, évidemment, c'est la question d'épocalité. Donc, j'ai là, ici, 3 fiches qui me semblent importantes. Alors, j'ai souligné pour les besoins de… Il me reste combien de temps? Parce que là, il faut que j'aille très, très vite. Et pour les besoins, en fait, j'ai souligné… j'ai commencé à quelle heure, vous pouvez me dire? Oui, donc vous avez commencé à 16h20. Vous pouvez donc jusqu'à 17h et après on laisse le temps pour les Ah, questions. d'accord, ok. Bon. Alors là, comment dire, 3 fiches, en fait, des fiches rouges qui sont importantes et des fiches bleues qui sont moins importantes. Sur l'épocalité, il y a l'avènement de l'Anthropocène. Je passe, c'est-à-dire, en fait, l'idée, je vais vous montrer méthodologiquement comment ça pourrait fonctionner. C'est-à-dire, il faut que je sois, hop, il faut que je sois là. Voilà. Ici, je suis normalement, si vous voulez, en fiche 1. On a un petit problème de circulation. Hop, voilà. Donc, j'ai une fiche qui s'appelle fiche 1, l'avènement de l'Anthropocène. Donc, dans la fiche, j'ai une fiche 1 ici, l'avènement de l'Anthropocène. Et en fait, qu'est-ce que nous dit Bernard? Il nous dit en fait qu'il y a un extrait du texte qui nous montre que l'Anthropocène, c'est que c'est l'individu qui devient conscient de lui-même et que dans la note, en fait, ce qu'il doit à Bonneuil et Fressoz, qui mettent en question dans leurs livres, pages, etc., nous verrons pourquoi dans la société automatique, l'avenir du savoir, c'est important. Et il dit aussi, disons pour résumer, qu'il montre que dès le début de l'Anthropocène, les conséquences de l'anthropisation industrielle font question. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'il ne discute pas, comment dire, disons, il diffère la discussion avec Bonneuil et Fressoz pour, d'une certaine manière, s'emparer du concept d'Anthropocène pour, évidemment, construire le néganthropocène. Et il va nous dire une deuxième chose sur laquelle je me dispenserai, c'est qu'en fait, il faut éviter, comment dire, la géocratie, hein, c'est-à-dire, en fait, l'appropriation d'Anthropocène par une périodisation qui serait faite uniquement par les géographes. Alors, ce qui est intéressant, en fait, la périodisation pose la question du redoublement épocal, et en fait, il y a une date qui est marquée. Alors, comme Deleuze avait utilisé des dates clés, là, 1993, en fait, c'est lié au réseau, à Internet, et c'est une date importante de la partie 1. Alors, sur la question de l'Anthropocène et de la périodisation, il y a une question importante, c'est-à-dire, en fait, une note sur laquelle je voudrais vous attirer votre attention, qui est la note 1, où il dit l'événement anthropocène, les anthropocénologues divisent l'anthropocène en 3 étapes, la révolution industrielle, la guerre mondiale, la grande accélération et la période de la thématisation, qui sont des contextes qu'il faut discuter. Et ensuite, Bernard, d'une certaine manière, dit évidemment, nous reviendrons sur ce travail très remarquable et fécond dans l'avenir du savoir. On voit là, d'une certaine manière, que la question de l'irruption de l'Anthropocène, en fait, va, disons, va arriver dans son œuvre avec comme témoignage d'une bifurcation que je n'ai pas, comment dire, le temps de définir par rapport, évidemment, à comment dire, la genèse de l'œuvre antérieure dont, comment dire, certaines conférences ont été consacrées aujourd'hui. Alors, la question de la partie 2. Maintenant, je vais vous présenter la partie 2 en 8 fiches, alors dans le temps qui m'est imparti. Je vais vous en présenter peut-être la question des rétentions. Alors, là, l'idée, j'ai classé les fiches par ordre, en fait, et la question très importante dans le temps qui m'est imparti, c'est l'idée de rétention tertiaire, d'amplification, de déprolétarisation, ça a déjà été vu. C'est la question, en fait, de la tracéologie dont Bernard dit pas grand-chose, si ce n'est que ce concept de tracéologie arrive, en fait, de manière, comment dire, importante. Donc là, si je fais ça sur la fiche 28, on peut voir qu'est-ce qu'il va nous dire de la tracéologie, fiche 28, et nous dit en fait l'opération du travail transforme les matières où elle inscrit et distribue les éléments d'un système de traces. Et enfin, et je passe sur la période jaune, et enfin des règles mises en œuvre par des organisations sociales, institutionnelles ou entrepreneuriales publiques qui, prenant appui sur des rétentions tertiaires hypomnésiques issues de la grammatisation, coordonnent, prescrivent, régulent, programment, normalisent et certifient tels quels les aspects de cette vaste tracéologie. Et on voit là, d'une certaine manière, que
l'organologie générale, en fait, repose évidemment sur une tracéologie qu'il s'agit évidemment d'établir et qui, pour l'instant, en fait, n'est pas encore formalisée dans l'œuvre de Bernard. Alors, deuxième point important, en fait, de cette deuxième partie, c'est la fiche 45 sur l'avènement, évidemment, disons, du concept de négantropie, puisqu'en fait, là, on est, c'est fiche 45, je crois, on est sur l'apparition du concept tel qu'il se manifeste, en fait, voilà. Alors, l'extrait fiche 45, on doit bien sûr qualifier et identifier des externalités négatives. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le néganthropocène n'est pas défini par lui-même ou en soi, si on peut dire, mais dans une relation en fait aux externalités qui sont négatives, que la négantropie engendre au cours de l'anthropisation, multipliant les milieux anthropisés. Et là, on voit, mais la question n'est pas d'annuler la négantropie, elle est au contraire et précisément de passer de l'anthropisation à la néganthropisation en cultivant une pharmacologie positive. Et là, on voit bien que la question de la pharmacone, et du pharmacos et des pharmacas dont parlait Bernard tout à l'heure, Alain, pardon, tout à l'heure, est déjà présente chez Bernard et qu'elles vont, d'une certaine manière, se retrouver dans la problématisation, en fait, je dirais pas finale, mais ni ultime, mais la nouvelle problématisation de la bifurcation, comment dire, dont témoigne le dernier ouvrage collectif qui a été coordonné par Bernard, qui s'appelle Bifurquer. On voit là d'une certaine manière que avance cette notion en fait de négantropie, en lien évidemment avec le roi Gourand qui est cité dans le texte, et en lien aussi avec un travail sur lequel il dit qu'il va revenir, qui est le travail d'une critique de Lévi-Strauss. Alors, je n'ai pas trop le temps de parler de ce moment important, puisque Lévi-Strauss va être celui qui, comment dire, va définir une conception de l'anthropologie contre lesquelles Bernard va se, comment dire, va s'opposer. Et il est clair que le roi Gourand, pas le roi Gourand, mais Lévi-Strauss dépend d'une conception, comment dire, des systèmes d'organisation qui sont liés à la cybernétique et en particulier à la théorie du calcul qui est liée à Shannon, sur lequel je n'ai pas beaucoup de temps, mais qui me semble très important de pointer. Alors, cette idée de partie 2 nous amène à la partie 3, en fait, dans laquelle il y a 6 fiches où la question essentielle, c'est la question des régimes la question des agencements organologiques, du concept très compliqué de disparation, qui est en fait, qu'il doit à Simondon, qui va être repris d'ailleurs le dispar chez Deleuze, en fait, ce concept qui permet j'ai pas le temps de le travailler en tant que tel, mais d'articuler ce qu'on pourrait appeler, comment dire, l'activité noétique et la technèse, c'est-à-dire le dispar qui est lié lui-même en fait à la notion de régime de vérité. Notion de régime de vérité est actualisée évidemment dans l'œuvre de comment dire de Foucault. Donc fiche 23. Voilà, la signification du transindividuel, donc en fait le transindividuel est lié en fait au déploiement de l'individuation à partir d'une relecture de Simondon. La formation de cette dimension s'opère par une disparation qui est un processus de transindividuation. Au cours de ce processus se forment des circuits de transindividuation. Et là, il est clair qu'on est au cœur en fait des circuits psychosomatiques, techniques et sociaux qui sont l'articulation même du régime de vérité. Et là, il me semble que, en fait, le dispar est vraiment un concept assez problématique qu'il faudrait éclairer et qui joue en fait, comment dire, un rôle clé, si j'ose dire, dans l'agencement évidemment du régime de vérité tel que va l'utiliser Bernard. Alors ensuite, il y a le couplage de l'organique et de l'inorganique, ça c'est connu. Je passe en fait à la partie 4 dans le temps. Et donc là, j'arrive, si vous voulez, aux fiches qu'il faudrait voir, mais sur lesquelles je vais passer 5 minutes. C'est en fait l'épistémogénèse en fait de cette nouvelle épistémée en fait de régime de vérité qui serait lié au changement d'époque, Donc la critique du schématisme kantien, ça a déjà été dit, et le rôle de l'artefact. Le savoir de l'anamnèse, évidemment, comme hypomnèse, ça a été dit aussi, l'approche des nouveaux régimes de vérité aussi. Ce qui est très intéressant, c'est le rationnel et l'improbable. Et là, c'est quelque chose de très, très important, fiche 16, c'est-à-dire, en fait, l'idée, comment dire, de l'incommensurable. Voilà, il dit
le rationnel et l'improbable, un tel devenir est hautement improbable, il est pourtant seul porteur d'avenir, c'est-à-dire rationnel, ce qui signifie que le rationnel, loin d'être ce qu'il a de plus probable, est au contraire ce qu'il y a de plus improbable. Nous verrons dans l'avenir du savoir quelles conséquences doivent être tirées de ce qu'il en est, non seulement des régimes de vérité, mais de la vérité qu'il vise. Alors là, il vise évidemment Chris Andersen qui annonce la fin des théories. On voit d'une certaine manière que la question de l'improbable est une volonté de non réduire évidemment la rationalité à la rationalité d'un type de calcul. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est la critique de l'intelligence artificielle, évidemment, le statut de la pratique du savoir. Alors, je voudrais peut-être, venir sur la fiche 47 dans le temps qui m'est imparti pour arriver, en fait, à un des éléments. Je suis désolé de vous faire ça rapidement, mais l'idée sur la question athéorique, de la conception de la computation, c'est-à-dire quand Bernard Stiegler se propose en fait d'examiner collectivement l'informatique théorique pour faire une critique en fait de Shannon et de la cybernétique, en fait, et il pointe en fait le devenir automatique qui est en fait au cœur de l'économie, et d'une certaine manière, il dit que la computation est athéorique, et que c'est sous cet angle-là que deux questions se posent. La question de l'avenir du savoir est évidemment, indissociable de celle de l'avenir du travail, mais elle doit en fait aussi traduire par une politique industrielle alternative qui rende à la France et à l'Europe leur place dans l'avenir et cette transformation de ce devenir en avenir. On voit bien d'une certaine manière que là, il y a un fait de rabattre la question des régimes de vérité et la question de la critique de la computation devant évidemment l'urgence, qui est celle d'un renouveau de la question industrielle qui avait été, disons l'apanage d'Ars Industrialis. Alors, dans cette épistémogénèse, deux points importants, et c'est l'idée du constatif et du performatif. Bon, je n'ai pas le temps de passer sur cette analyse-là, qu'il doit, au débat avec, Derrida et, la linguistique anglo-saxonne, la pragmatique. Mais l'idée, c'est le processus de catégorisation qui me semble très important. J'ai perdu ce processus de catégorisation, page 27, puisque là, en fait, pas page 27, feed 27, dans ce processus de catégorisation, on va avoir, en fait, l'idée d'une catégorisation contributive qui doit reconfigurer la réticulation des rétentions tertiaires numériques. On voit d'une certaine manière que c'est ce qui permettra finalement, ce que dit Bernard, de passer du individuel à l'individuel, c'est-à-dire en fait à une synthèse transindividuelle dont on parlait tout à l'heure Anne quand elle parlait en fait de la possibilité d'utiliser ligne de temps pour des cours. Cette question me semble relativement importante, cette question de la contribution, puisqu'elle va se déployer par la suite, je n'ai pas le temps de le développer, dans une économie de la contribution. Et j'en arrive dans, le temps qui m'est imparti pour finir à l'heure, dans la partie 5 qui s'appelle Institution et organisation des savoirs. Alors, ce qui est évident, ça a été dit tout à l'heure par Alain, l'école, évidemment, condition rétentionnelle de tous les savoirs, chez Bernard, c'est une évidence. Dans le choix qu'il m'est imparti, là, dans cette présentation, je pense que le plus important, c'est peut-être non pas seulement la question de la réinvention des institutions académiques, l'idée importante aussi, alors peut-être l'idée du rêve, très importante, c'est-à-dire en fait avoir un nouveau rêve, I have a dream. Hein. En fait, l'idée, s'il n'y a pas de rêve, si l'Europe ne nous fait pas rêver, si on est tous obligés de partir au Canada ou ailleurs, ben, ça veut dire évidemment que nous sommes mal partis sur un chantier. Alors, cette idée du rêve comme nouveau pharmacone, à mon avis, elle est intégrée dans une problématique dont je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui, puisque je préfère vous parler de la fiche 25, qui me semble intéressante sur la technologie politique et la discussion en fait avec Deleuze, il me semble, sur la question des agencements. La dimension du pouvoir, micro-pouvoir, macro-pouvoir, l'idée c'est de voir comment finalement réarticuler en fait le top-down et le bottom-up. Dans une telle approche, donc c'est la question des dimensions du pouvoir, la question principale est celle des agencements, donc des questions deleuziennes ô combien, mais ici il n'est pas possible de s'en tenir au plan de la micro-politique,
c'est-à-dire en fait évidemment à comment dire Deleuze à Deleuze, et il dit dans la note, parce que ça c'est l'extrait, il dit dans la note, Deleuze et Guattari écrivent à ce propos que toute politique est à la fois micropolitique et macropolitique et micropolitique, et ils ajoutent que du point de vue micropolitique, une société se définit qui sont moléculaires. Cependant, les contradictions ne définissent une société qu'à une grande échelle. Pour nous, et là c'est là qu'est intéressant en fait la prise de position de Bernard, pour nous, c'est-à-dire en fait pour Bernard, cela signifie qu'une macropolitique va agencer des lignes de fuite et contradictions, c'est-à-dire point clé et horizon. Point clé, évidemment, qui reprend à Deleuze, dont j'ai parlé tout à l'heure, et cela permet et cela par une technologie politique. Alors, c'est-à-dire que là, on est au cœur, en fait, de probablement une reformulation en termes de sciences politiques de l'organologie. Donc, on est très, très loin de l'épistémologie qui a été traitée dans, comment dire, les chapitres antérieurs. Et cela capable d'agencer thérapeutiquement le bottom-up fourmillant avec, évidemment, la verticalité. Et dit cela, et je souligne, cela constituera la question principale de l'avenir du savoir. Voilà. Et donc, sont encore abordées la question de l'organologie du commun, mais je vais, dans le temps qui m'est imparti, j'ai déjà dépassé. Je vous ai simplement donné, comment dire, un goût, entre guillemets, je l'espère, de cet opus virtuel qui est en fait, comment dire, inachevé, évidemment, mais qu'il faudrait présenter davantage et qui fera l'objet, évidemment, d'une publication un peu plus, comment dire, construite, puisqu'en fait, on y voit, si vous voulez, en conclusion, à la fois les lignes d'horizon, les points clés, mais aussi, probablement aussi, les difficultés de la naissance, en fait, de cette nouvelle épistémée qu'appelait Bernard autour de l'organologie générale. Voilà, merci.